Bonjour à vous, chers téléspectateurs de Synapse TV. Bienvenue à votre émission Podium des entrepreneurs qui met à l'honneur de jeunes entrepreneurs qui ont eu à innover dans leur secteur d'activité, à prendre des risques, mais surtout qui ont osé entreprendre. Et pour ce faire, nous recevons aujourd'hui Madame Diouf. Bonjour Madame Diouf. Bonjour. Et Monsieur Ndiaye. Alors, sans plus tarder, laissons-les se présenter. Alors, bonjour, moi c'est Hélène Daba Diouf. Je suis designer et fondatrice de la marque Sisters of Africa. D'accord. Et vous, Monsieur Ndiaye? Bonjour, je suis Chérif Ndiaye, entrepreneur social, fondateur de la plateforme École au Sénégal. Très bien. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous allons parler d'entrepreneuriat. Mais avant, nous allons parler du parcours de nos jeunes entrepreneurs. Alors, dites-nous un peu, quel est votre parcours, Madame Diouf? Alors, moi, de base, ça n'a rien à voir, hein. J'étais hôtesse de l'air, c'est ça mon métier de base. Donc, après quelques années en Côte d'Ivoire, où j'exerçais à Air-Ivoire, je suis rentrée au pays. Donc, pour ne rien faire, j'ai intégré une boutique de mode, une grande marque internationale qui venait juste de se poser au Sénégal. Donc, j'y allais, j'ai travaillé pour eux comme étalagiste merchandising. Et c'est là-bas que voilà, tout ce qui est goût, un peu plus de la mode, des tissus, des saisons m'a pris. Donc, je suis partie me former pendant presque quelques mois à Ismod. Et par la suite, j'ai lancé ma marque Sisters of Africa. D'accord, donc vous n'avez jamais imaginé être styliste? Du tout, jamais du tout. D'accord, et vous, Monsieur Ndiaye? Moi, j'ai fait des études classiques comme tout le monde. Donc, j'ai, après mon bac, une école de commerce. Après, j'ai eu la chance peut-être de travailler très tôt dans une entreprise étatique qui s'appelle l'APIX, où j'ai eu à occuper des responsabilités. Après, j'ai quitté pour intégrer donc le privé comme business developer de EuroRSCG, qui est une grosse agence française donc de communication, et après PCCI comme manager commercial. C'est là où j'ai quitté avant que je n'ai mes 30 ans, donc pour créer ma première entreprise formelle, je le dis, je le mets entre guillemets, qui était un centre d'appel où j'avais à peu près 70 collaborateurs donc, qui travaillaient dans ce milieu-là. C'est par la suite, au sein du centre d'appel, qu'est né le projet donc, École au Sénégal, que je lead depuis 10 ans. Voilà, là, on a 10 ans d'activité avec École au Sénégal. D'accord. Alors, nous allons rester avec vous. Dites-nous, le passage de la situation d'employé à entrepreneur, est-ce que ça a été facile? Pour moi, ça a été préparé. Dans ma tête, en fait, je prends des décisions quasiment tous les 10 ans. Je le fais depuis que j'ai 20 ans, quasiment. Donc, chaque 10 ans, il y a une grosse décision que je prends. Je savais qu'à 30 ans, j'allais être ce qu'on appelle un patron. Mais comme je l'ai dit, il y a eu un parcours. Ça veut dire que j'ai appris à travailler pour quelqu'un, appris à travailler pour moi-même en tant que consultant et appris à donner du travail à des gens, je veux dire que je forme et qui me le rendent. Donc c'est un processus. Voilà. Et d'autres ne font pas ce parcours-là, ils viennent, ils sautent. Donc moi, j'ai eu la chance quand même de tester, d'avoir des mentors qui étaient des entrepreneurs ou qui le sont jusqu'à présent et qui m'ont coaché pour voilà, essayer de ne pas faire certaines erreurs que eux n'ont pas eu, en fait, ont eu à faire. Voilà. Donc c'était préparé et j'ai quitté également ce monde d'entrepreneur tout court à entrepreneur social, donc qui est également qui a une différence entre les deux formes. Okay? C'est pas le même style en termes de management parce que là, quand vous êtes entrepreneur, vous êtes focus sur la rentabilité du projet. Vos
interlocuteurs, les partenaires et autres. Donc, c'est quasiment le business plan qui les intéresse. Comment est-ce que vous allez faire le maximum d'argent? Quand vous êtes entrepreneur social, c'est pas la même chose. Donc là, vous êtes plus sur de l'impact. Ok, comment faire pour que la communauté puisse se reconnaître autant que faire se peut sur le projet que vous êtes en train de l'idée. Donc c'est ce qui donne sens à ma vie actuellement. D'accord, des décisions bien préparées. Alors, et vous, Madame Diouf, votre passage a-t-il été préparé ou alors vous vous êtes lancée? Alors, moi, je vais dire que j'ai plutôt osé sauter le pas sans pour autant m'être un tout petit peu préparée, mais je savais ce que je voulais. Je sais que je voulais plus être, en tout cas, sous la direction de quelqu'un. Je voulais être patron. Je voulais être libre, je vais l'appeler comme ça. Parce qu'entreprendre aussi, c'est vrai qu'il y a ses inconvénients, mais l'avantage que moi, je tire, c'est la liberté. La liberté de pouvoir décider, la liberté de pouvoir faire chemin comme on veut et la liberté de pouvoir travailler avec les gens qu'on veut travailler. Donc, moi, pour mon business, je me suis préparée un tout petit peu. J'ai été me former pour juste pouvoir avoir les tenants et les aboutissants. Je ne sais pas coudre. Je ne sais pas faire une coupe, mais je sais ce qui est bien et ce qui est vendable. Donc, ça, c'était important pour moi de le faire. Et j'ai sauté le pas et depuis, comme M. Ndiaye l'a dit, aujourd'hui, notre business prend et avec une autre collègue designer, on a fondé ce qui est Arca Concept Store, aussi qui aide et qui accompagne d'autres designers. D'accord, merci beaucoup à vous. Alors, nous restons également avec vous cette fois-ci. Dites-nous, pourquoi avoir choisi le stylisme? Qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans? Alors, je veux dire, j'ai toujours aimé la mode. Hein. À mes heures perdues, j'étais mannequin, donc juste pour me faire de l'argent, je vais le dire comme ça. C'était une passion, donc vraiment, la mode, c'est une passion pour moi. Et bon, j'ai pris ma passion et je l'ai monétisée, au fait. Pour moi, c'était important de faire, je savais que je voulais travailler pour moi, faire quelque chose. J'avais les capacités, je le savais, je le sentais. Maintenant, quoi faire? Je me suis juste rabattue sur ma passion. Et aujourd'hui, tout ce que je fais, je le fais avec passion. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est pas... Bon, tout le monde sait que c'est pas facile d'entreprendre en Afrique, mais je dis que si j'en suis aujourd'hui là, c'est parce que c'est ma passion. D'accord, merci beaucoup. La passion avant tout. Alors, et vous, Monsieur Ndiaye, vous avez dit que vous êtes entrepreneur social. Quelles ont été vos motivations pour entreprendre dans ce secteur? Mes motivations, c'est que un jour de 31 décembre, en consultant mon compte, mon compte personnel, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'argent. Et je n'étais pas forcément heureux. Donc, j'étais en quête de sens. C'est ça, cette lumière qui te dit, mais réveille-toi, au fait. Tu as tout ça, and what else? Je veux dire, voilà. Je me suis commencé à poser beaucoup de questions. Et 2012, ce que je dis là, c'était avant 2012. 2012, une année électorale. Quand on parle d'année électorale au Sénégal, c'est souvent une année rythmée par les grèves au niveau des écoles. Donc une année scolaire très hachée. Ayant des neveux et nièces que je croise au quotidien, qui me disent on n'a pas cours. Voilà, je veux dire, ça me faisait mal. J'avais à l'époque donc un centre d'appel. Quand on parle de centre d'appel ou de centre de relations clients, c'est que vous êtes au cœur de la technologie, entre autres. J'avais des développeurs et je leur ai posé la question de savoir est-ce qu'il y a possibilité de mettre en place donc une plateforme où on peut mettre des cours afin que les élèves puissent continuer donc leur apprentissage. Donc tout est parti de là. Donc la réponse est oui.
Ils ont développé la plateforme. J'ai fait les demandes nécessaires au niveau donc, du ministère de l'Éducation nationale pour avoir l'autorisation de pouvoir intégrer les cours. Donc, ce n'est pas le format actuel que vous avez. C'était une plateforme très basique où il y avait tous les cours en PDF. Donc, c'était la première version d'école au Sénégal en 2012. Et tout de suite, ça a pris. Par rapport à certains retours, donc des témoignages d'élèves notamment ceux qui sont en classe de terminale, qui commencent à t'écrire « J'ai eu mon bac grâce à vous, merci, merci, merci ». Et à force donc d'avoir ce genre de témoignages, ça a donné sens à notre vie. Et du coup, je me suis orienté plus vers une entreprise qui a de l'impact qu'une entreprise qui donne des revenus. Donc, je n'avais pas fermé le centre d'appel, mais moi, mon énergie, j'ai pris 80% de mon temps pour le mettre donc, sur ce projet qui est École au Sénégal. On ne pouvait pas faire du social à 100% parce qu'il fallait faire vivre l'activité tout en laissant donc produire donc le call center. Donc c'était ce mix là jusqu'à aujourd'hui où j'ai décidé de me consacrer à 100% donc sur ce projet. D'accord, donc l'entrepreneuriat social a une place importante dans votre vision. Oui, en fait, moi je ne peux pas faire autre chose que ça. Parce que comme je l'ai dit, on était en quête de sens. Une fois que tu te rends compte que ce que tu fais a de la valeur ajoutée, a de l'impact et beaucoup de surprises. Je passe mon temps à raconter des anecdotes. Le dernier, en tout cas, qui m'a touché, c'est une dame, une demoiselle qui a perdu la vue, qui est restée 13 ans sans apprendre. Très brillante, qui avait arrêté ses études en classe de 4e et attend tout de suite de se citer. Elle part au Maroc, en France, se faire soigner et n'a pas retrouvé la vue. L'année dernière, donc, tombe par hasard en faisant des recherches sur le site École au Sénégal parce qu'elle fait du braille et commence à écouter les cours. Ce n'est pas notre cible parce que nous, c'est des cours en vidéo. Elle écoute les cours, elle passe le brevet et décroche ce brevet-là. Donc, après avoir eu son parchemin, elle m'écrit, donc elle fait des recherches jusqu'à obtenir mon numéro sur WhatsApp et fait un témoignage comme ça. Elle me dit, aujourd'hui, c'est-à-dire si j'ai eu le courage de poursuivre mes études, c'est parce que vous avez mis en place une plateforme qui permet à tout élève de pouvoir apprendre à sa guise. C'est-à-dire, quand tu ne comprends pas, tu as la possibilité de venir regarder le cours autant de fois que nécessaire pour passer donc à un autre chapitre. Ce que l'école classique ne donne pas. L'autre aspect, c'est cette gratuité. Donc c'est que tu ne payes pas. L'essentiel est d'avoir juste un device qui te permet même d'enregistrer le cours si tu n'as pas Internet. Et donc cette fille, elle s'appelle Mary, elle habite à Thiès. Et pour moi, des témoignages comme ça, je veux dire, donnent du sens à ce que je fais et je ne peux pas arrêter. C'est plus important que l'argent que je gagne. D'accord, des projets qui impactent. Alors, Madame Diouf, dites-nous, quelle a été votre plus grande appréhension en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce que vous redoutez le plus? Alors, ce que je redoutais le plus et que je continue à, en tout cas, redouter, je pense, c'est ne plus arriver à faire ce que je fais, au fait. Que l'entreprise arrête de vivre, au fait. Donc, c'est l'innovation, c'est toujours aller au-delà de ce que, en tout cas, nos clientes, les gens qui nous suivent, qui achètent chez nous, attendent, en fait. C'est ça notre peur, qui a toujours été notre peur et qui restera toujours notre peur, en fait. Donc, on travaille là-dessus, on est bien équipés, on a une équipe qui travaille avec nous. Ça fait depuis 4 ans maintenant, on a notre identité de marque, ce qu'on n'avait pas avant. Maintenant, Sisters of Africa est reconnu un peu partout dans le monde. On a revalorisé le tie and dye, le tube comme on appelle ici. Donc, je dis la fierté qu'on a aujourd'hui, c'est que même si quelqu'un d'autre fait le tube, quand on le voit, on
pense à Sisters of Africa d'abord avant de penser à une autre marque. Donc, rien que ça, c'est une fierté. On n'a pas peur d'être copié, on adore ce qu'on fait, on sait ce qu'on fait et les clients nous suivent par rapport à ça. D'accord. Alors, en matière d'innovation, quelles sont les innovations clés que vous avez apportées dans votre secteur d'activité? Alors, c'est comme je dis, hein, il y a le prêt-à-porter maintenant au Sénégal. Quand je commençais avant, il n'y avait pas du tout le prêt-à-porter. Ce que les gens faisaient, c'est que vous avez votre tissu, vous amenez chez le tailleur qui vous aide à faire votre robe. Maintenant, les gens font du prêt-à-porter. Il y a beaucoup de marques qui font du prêt-à-porter. Il y a beaucoup de marques maintenant qui introduisent, en tout cas ici au Sénégal, le côté tradi, le tie and dye dans leur collection. Nous travaillons avec des teinturières. Donc, aujourd'hui, on les permet en tout cas d'avoir des revenus réguliers, de pouvoir en tout cas assister leur famille. On a eu pas mal de teinturières qui ont amené leurs enfants en France, des tailleurs aussi. Donc, en tout cas, on participe un tout petit peu à l'économie du pays, même si ce n'est pas énorme. Il faut dire que notre secteur, un secteur que, comme je dis, qu'on ne prend pas au sérieux en général, mais qui génère beaucoup d'économies, qui emploie beaucoup de monde. Il y a la main-d'œuvre qui est énorme. Nous, à notre secteur, on travaille avec 20 personnes, donc ça, c'est rien que ma marque. Donc, si je prends toutes les autres marques avec lesquelles je travaille au sein de Arca Concept Store, qui regroupe 70 designers, et chacun de ces 70 designers a minimum 10 personnes qu'elle emploie. Donc, on participe tant bien que mal à l'économie de notre pays. Effectivement, des secteurs bien différents, mais qui font leur preuve sur le terrain. Alors, dites-moi, est-ce que vous aimez les jeux? Vous jouez à des jeux souvent? Je pense que le monde est en jeu. Donc, tout le monde joue. D'accord. Et quel type de jeu vous intéresse la plupart du temps? Vous jouez à quoi? Oh, moi, à beaucoup de choses. Maintenant, est-ce un jeu de production intellectuelle? Est-ce un jeu physique? Est-ce de la danse? Voilà. D'accord, ça tombe bien. Nous allons passer à une autre étape de cette émission qui est jeu de mots. C'est tout de suite et c'est ici sur Podium des entrepreneurs. Alors, je vais vous expliquer le concept du jeu. C'est très simple. Dans ce petit ramequin, il y a en fait des mots en rapport avec l'entrepreneuriat. Chacun de vous aura à piocher quelques mots à tour de rôle et vous allez dire en fait ce que ce mot signifie pour vous en fonction de votre parcours, de vos impressions, vos motivations et tout. Nous allons commencer par... Honneur aux dames. Alors, commençons par Madame Ndiaye. Je vous laisse tirer. OK. Alors, capital. Oui, dites-nous en plus. Très intéressant. Très intéressant, surtout pour moi qui ai commencé avec 0 capital. Donc, comme je dis toujours, c'est important de parler de capital parce que quand, en tout cas, les élèves ou certaines personnes viennent me voir pour me demander comment faire pour commencer, vous avez commencé avec quoi? Je dis l'essentiel, c'est de commencer. Il y a des gens qui commencent avec 10 francs et qui s'en sortent. Il y a d'autres qui commencent avec 10 millions qui ne s'en sortent pas. Donc, tout est question de volonté, au fait. Le capital n'est pas le plus important. L'essentiel, c'est d'avoir des objectifs et d'avoir la volonté d'atteindre ces objectifs. Effectivement. Voilà. Comme on le dit, la volonté peut tout. Incubateur. Je pense que cette émission vient à son temps et à son heure. Quand on parle d'incubateur, le Synapse est connu comme étant un centre donc, qui incube. Pour imager un peu, c'est comme la poule, ses œufs, pour donner donc des poussins. Ça veut dire qu'il faudrait les couver. Donc, quand tu es dans un incubateur, tu es dans un écosystème. La chance pour les entrepreneurs, c'est qu'ils ont la possibilité d'échanger entre pairs. Donc, de se challenger, d'avoir donc des conseils et
d'avoir des services qui ne coûtent pas grand-chose que quand on est seul. Quand on est seul, on est obligé d'aller chercher un comptable, un financier, un RH, un responsable juridique, un homme du marketing, voilà, quelqu'un qui est très bon en organisation, en événementiel et autres. Et quand tu es dans un incubateur, tu as la possibilité donc d'avoir ce couteau suisse où c'est du all-to-one ou du one-to-all. Ça dépend comment est-ce que tu le prends. Et les entrepreneurs qui sont à la quête, en tout cas de structuration, qui ont des idées de projet, c'est bien qu'ils puissent aller vers donc, des incubateurs où voilà, pas forcément se faire pouponner, parce que les gens pensent que quand tu es dans un incubateur, c'est que tu es petit. On peut se tromper. On peut être une entreprise à fort potentiel qui cherche donc un modèle économique et qui se dit il est important que je me fasse aider par d'autres en ayant donc un espace dédié de travail et une direction entre autres centralisée qui peut m'aider à avoir donc des états financiers, qui peut m'aider à avoir donc des partenaires stratégiques pour développer l'aspect donc B2B, B2C, ainsi de suite. Et l'incubateur donc nous aide en tant qu'entrepreneur donc voilà, à mieux parfaire notre idée pour devenir donc plus grand. D'accord. Alors, repiocher. Prospect. Prospect, c'est ce que j'appelle en langage mathématique l'univers des possibilités. C'est quoi? C'est quelqu'un que vous pensez avoir comme client. Donc, tant qu'il n'est pas converti, tant qu'il n'est pas acquis, il est considéré comme un prospect. Ça veut dire que c'est le marché qui est là. Et vous vous dites, en fait, qu'on peut considérer les lettres de l'alphabet. J'ai déjà le client D et Z. Donc, les autres que je n'ai pas encore, ce sont des prospects. Donc, vous faites l'effort pour aller donc, les chercher. D'accord. Merci beaucoup. Alors, à vous, Madame Diouf, oui. Start-up. Alors, start-up, ben, ça révolutionne le monde. Hein. Je pense que ça révolutionne le monde, c'est ce qu'il nous faut. Il nous en faut, je pense, plusieurs dans chaque pays, surtout au Sénégal. Je vois beaucoup de start-up et ça change, au fait, ça révolutionne. Ça fait qu'il y a moins de chômage, c'est ce que je dis aux jeunes. Il faut toujours commencer, il faut toujours essayer, il faut toujours aller de l'avant, il ne faut pas baisser les bras. Donc, c'est très, très important et c'est ce qu'il nous faut, la jeunesse en tout cas. D'accord. Alors, on reste avec vous. Ah, oui. Donc, on va terminer le bol. Oh, peut-être. On va y arriver. Formation. Ah, ça, je pense que c'est M. Ndiaye qui devrait le piocher, formation. Donc, la formation, c'est très, très important. Je pense que, moi, si je prends mon parcours, je dirais que le fait, en tout cas, d'aller me former dans les métiers de stylisme, même si c'était juste pour 6 mois, ça m'a beaucoup aidé parce que on peut pas diriger, on peut pas être, en tout cas, leader si on ne sait pas sur quoi aller, au fait, et quoi dire. Et ça, je pense que la formation aide, au fait, à savoir où aller, avec qui collaborer et quoi dire aussi. Parce que sinon, on peut avoir des collaborateurs qui peuvent nous dire de n'importe quoi, on va gober. Moi, pour ma part, ça a été très, très bénéfique parce que travailler avec des tailleurs, c'est vraiment, je ne vais pas dire c'est casse-tête parce que voilà, ça fait 8 ans maintenant que j'y suis, mais ma formation m'a beaucoup aidée parce que je peux répliquer, je peux dire non. Et quand je dis non, c'est non.
Donc voilà, la formation, c'est très, très important dans tous les domaines qu'on veut entreprendre. D'accord. Et comme elle le dit, la formation est très importante. Donc, chaque jeune entrepreneur doit pouvoir se faire former. Oui. On va faire la transition entre formation et pitch. Je vais corriger, j'entends beaucoup de jeunes disent speech. C'est pas un speech, c'est un pitch. Donc, le pitch, c'est comment est-ce que l'entrepreneur structure son idée et le faire ressortir pour convaincre une personne, un partenaire, un truc en un temps record. Il y a ce qui l'appelle donc le one-line ou elevator pitch. Ça veut dire que tu es dans un ascenseur, tu rencontres un grand homme d'affaires et tu penses que tu as la possibilité de l'intéresser donc dans ton business afin qu'il puisse donc injecter de l'argent ou des ressources quelconques. Et on te dit souvent tu as 1 minute donc pour le convaincre. Il faut avoir cette possibilité-là de sortir l'essentiel de ton entreprise qui fait que ça va rester dans la tête de la personne que tu as rencontrée. Il va se dire waouh, j'ai une opportunité en or, faut pas que je laisse tomber donc cette affaire-là. Il faudrait que je puisse mettre des billes. C'est pour cela que je dis c'est une transaction entre la formation, les entrepreneurs que nous sommes. En tout cas, pour nous qui nous considérons un peu comme des start-upers, on a l'habitude donc de pitcher. Ça veut dire ça s'apprend. Il y a un phénomène également pour l'apprendre qui s'appelle donc mirror, se mettre devant le miroir et parler comme si tu avais en face de toi donc un grand décideur et puis déclencher le chrono. Voilà. Belle technique. On reste avec vous cette fois-ci. D'accord. Réseautage. Donc, le réseau, c'est le capital. Le capital. C'est le capital. C'est le capital de l'entrepreneur. C'est la force de l'entrepreneur. Quand on parle de capital, souvent on pense donc au capital social. Ça veut dire aux parts qu'on met dans une entreprise. Mais la force d'un entrepreneur, c'est son réseau. C'est ce qu'on appelle le networking qui s'entretient. Qui s'entretient, c'est participer à des événements, c'est faire des recherches donc online pour voir des gens qui sont dans ton secteur, dans des secteurs annexes, des secteurs transversaux qui peuvent aider donc à donner plus de poids, plus de force, plus de valeur à ta structure. C'est également la possibilité de pouvoir convaincre des hommes et des femmes qui ont du talent à venir donc rejoindre donc ta cause, ton entreprise, ainsi de suite. Donc c'est le réseautage qui te permet en tout cas d'avoir cette possibilité, cette agilité. Voilà, un entrepreneur c'est quelqu'un qui est agile, qui part vers les gens, qui n'est pas forcément introverti, qui n'a pas peur voilà, des rencontres, ok, et qui est très bon donc en prospection. Voilà, c'est une conquête qu'on fait au quotidien donc pour développer donc son réseau et l'entretenir. D'accord, merci beaucoup M. Ndiaye. Et c'est sur cette belle explication de M. Ndiaye que prend fin notre rubrique Jeux de mots. Alors, dites-nous, quel a été l'impact de votre activité sur la communauté concrètement? Vous avez des exemples, des familles qui ont été transformées, des gens qui vous ont dit, grâce à vous maintenant aujourd'hui, ma vie a changé. Comme M. Ndiaye l'avait dit au début, ma famille va bien, mes enfants vont à l'école, j'ai résolu un souci social. Alors, moi, je vais prendre exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, des personnes, mes collaborateurs, mes collaboratrices avec lesquelles je travaille. Je dis que mon business, c'est pas moi, au fait. Mon business, c'est mon maître tailleur, c'est la responsable de mon atelier, au fait. Donc, ces gens-là, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, l'essentiel pour nous, c'était qu'ils arrivent vraiment à avoir des revenus réguliers. On a beaucoup travaillé là-dessus, même si, voilà, au niveau de nos prix, on est à notre positionnement, les gens pensent que c'est du luxe. Pour nous, ce n'est pas du luxe parce que ce qui est le plus important, c'est que les gens avec lesquels on travaille s'en sortent, au fait.
qui voient vraiment leur avenir changer. Et comme je l'ai donné l'explication que j'ai donnée tout à l'heure, on a eu des collaborateurs qui ont pu acheter leur maison. D'autres ont pu... D'autres ont pu aider leurs enfants à aller à l'étranger et continuer leurs études. Et ça, c'est une fierté pour nous. Voilà, c'est la fierté de notre entreprise de Sisters of Africa. Merci beaucoup. On veut plus de jeunes entrepreneurs qui arrivent à changer de vie comme Madame Diouf. Alors, et vous? Écoutez, moi, je vis l'impact au quotidien. Aujourd'hui, on est dans un pays à revenus modestes, où vous avez également 60% de la population qui n'a pas la chance d'aller à l'école comme vous, Madame Diouf et moi. Et ça veut dire moins de chances de s'en sortir. Ok, je le mets ça entre guillemets, car jusque-là, pour moi, l'école est le meilleur moyen de pouvoir résolver donc quelques problèmes, notamment l'épanouissement humain. Donc quelqu'un qui n'est pas outillé, qui a du mal, en tout cas, à s'en sortir dans le monde où nous sommes. Aujourd'hui, École au Sénégal, c'est plus de 200 000 élèves qu'on accompagne. 200 000 élèves, ça peut paraître petit, mais c'est quand même quelque chose. Énorme. Oui, en fait, énorme. Oui, il n'y a aucune école que je connais au monde qui a 200 000 élèves. Il n'y en a pas, école physique. Donc, si au niveau virtuel, tu parviens à accompagner donc, autant de personnes, c'est quelque chose. Donc, l'impact social est là, mais l'impact économique. Je l'ai dit, on est dans un pays où les revenus sont très, très bas, même au niveau de l'État, qui n'a pas les moyens de construire des salles de classe en dur. Un peu partout, on parle donc d'abris provisoires ou d'écoles à fortune. Hein, honnêtement, ce ne sont pas les conditions idéales pour pouvoir apprendre. Nous, on permet aujourd'hui de digitaliser ce système-là. Ça veut dire que tu n'as plus, parce que pour construire une école, souvent c'est entre 20 et 50 millions de francs CFA, donc des salles de classe. Aujourd'hui, des cours en ligne, ça coûte moins cher. Sur l'impact toujours économique, dans les classes, pour ceux qui ont fait leurs études ici et ceux qui nous regardent, vous avez souvent dans une classe entre 50 et 70 élèves. L'enseignant n'a pas le temps de faire une montée en compétences individuelles. Souvent, il a un niveau de validation. Il se dit, si 3 élèves ont compris, le reste peut comprendre, ce qui n'est pas forcément le cas. C'est-à-dire, tu es dans une classe, l'enseignant est en train d'expliquer le cours sur la lumière, qui est un cours de physique-chimie, donc terminale. Peut-être que on t'a laissé passer en classe supérieure parce que il faut que tout le monde passe, c'est le système donc, où tout le monde passe donc, de la Banque mondiale, où personne ne reprend ses études. Donc tu passes avec des lacunes. Arrivé en classe de terminale, tu ne comprends pas. Je veux dire comment on fait donc ce calcul-là. Avec École au Sénégal, ça ne peut pas être, parce que tu as la possibilité d'avoir les ressources donc des classes antérieures et tu peux réviser. L'autre aspect, et je vais clôturer sur ça, c'est que l'enseignant à qui on confie souvent nos enfants, on ne peut pas savoir, je veux dire, ce qu'il les enseigne réellement, parce que au niveau de l'État, dans la manière dont c'est structuré l'éducation nationale, on n'a pas assez d'inspecteurs pour aller donc faire le contrôle. Donc vous avez des enseignants qui peuvent rester 3 ans sans être contrôlés. Ok, s'ils font même le contrôle, ils sont dans la classe pendant 2 heures de temps. Et après, ils notent, ils s'en vont. Quand tu as un enseignant qui donne des cours en ligne, il doit être quelqu'un de sûr
quelqu'un de rassurant parce qu'il est regardé également par ses pairs qui voient donc les erreurs qu'il peut commettre, mais également par des personnes qui en savent donc plus que lui. Ça veut dire qu'il est plus difficile d'avoir donc des enseignants qui sont prêts à se mettre devant une caméra et faire un cours que ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, quand tu as une école qui est en ligne, tu impactes forcément parce que ce que tu donnes est obligé d'être de la qualité, sinon, je veux dire, les autres ne vont pas te rater. D'accord. Merci beaucoup à vous. Alors, que direz-vous aujourd'hui à ces jeunes qui veulent se lancer mais qui ont peur? Ben, si on a peur, on fera rien. On va juste rester à regarder les autres avancer. Faut pas avoir peur, faut toujours se lancer. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas l'argent au fait. C'est juste avoir la volonté, avoir un objectif. C'est-à-dire se dire que moi, peut-être par exemple, je suis forte en maths. Je veux intégrer une école virtuelle. Il y a Mouchindiaï qui est là, qui explique comment ça se passe. Ben, je vais sauter sur l'occasion. C'est juste ça, au fait. Regardez ce qu'on peut faire. Je pense que tout en chacun, on a nos atouts. On est plus forte par ici que d'un autre côté. Et même si on n'est pas forte sur un sujet, on peut toujours apprendre. Et comme Mouchinga l'a dit, on peut apprendre en restant chez soi. On n'est plus obligé d'aller payer de l'argent pour apprendre. Il y a tellement sur YouTube, ils mettent tellement de choses qu'on peut toujours apprendre pour devenir quelqu'un et ensuite faire quelque chose et impacter. D'accord. Alors, je dirais que la peur, c'est un facteur bloquant. Et comme disait l'autre, ma mère a l'habitude de me le dire, la peur est le premier ennemi de l'homme. Donc, un entrepreneur, en tout cas, la force d'un entrepreneur, c'est la confiance en soi. Quand tu n'as pas confiance en toi, je veux dire, tu auras du mal à convaincre quelqu'un qu'il te fasse confiance. Donc, il est important de se dire, OK, les autres ont réussi, je vais voir comment ils ont fait pour réussir et puis je ferai mieux qu'eux. Donc, c'est comme ça qu'un entrepreneur donc, doit faire. Tout le monde n'est pas né entrepreneur. Il y en a, je veux dire, c'est deux cas d'école. D'autres vous diront, l'entrepreneuriat peut s'apprendre ou l'entrepreneuriat s'apprend. Effectivement, ça peut s'apprendre. D'autres, je veux dire, l'apprennent en étant confrontés à la réalité donc, du terrain. Donc, c'est des self-made men, entre autres, donc, qui, en se battant, sont devenus donc, ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais les jeunes ont la chance actuelle d'avoir l'ensemble quasiment des ressources nécessaires pour devenir donc, de bons entrepreneurs en faisant donc, des recherches. D'accord, merci à vous. Alors, direz-vous que l'Afrique est un continent pour entreprendre? L'Afrique est un jeune continent, pas en nombre d'âge, mais c'est le continent d'espérance, où tout semble être à faire. Donc, il y a énormément d'opportunités à saisir et il est important que les jeunes puissent saisir ça et ne pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour eux. Ne pas être d'éternels râleurs. Il faudrait qu'on voit le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Okay? Il y a certes des problèmes, mais derrière chaque problème, c'est des solutions à apporter. Et chaque solution peut être une entreprise. Vous êtes d'accord avec ça? Exactement, exactement. Je dis, l'Afrique, c'est à nous de le faire, c'est pas à une autre personne. C'est à nous, en fait, c'est à nous, c'est notre continent, nous les Africains. Donc, les problèmes, on doit trouver des solutions. Parce que dans chaque problème, il y a des solutions. Les personnes qui ont réussi, comment ils ont fait pour réussir, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont réussi en Afrique. Il y a d'autres nationalités qui viennent, qui réussissent en Afrique et qui travaillent avec des Africains en plus. Donc, pourquoi pas nous? Donc, comme il a dit, l'Afrique, c'est un continent où il y a tout à faire, au fait, et à refaire. Donc, il y a du tout, il y a du potentiel et il y a l'avenir. Alors, le temps qui nous est imparti arrive à sa fin, mais avant, nous allons prendre le mot de la fin de nos invités. On commence avec vous, Madame Diouf.
Alors, je vous remercie, Awa. Merci de nous permettre, en tout cas, de parler de notre métier, de l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est très, très important. Et que les personnes qui nous regardent, qui n'aient pas du tout peur, qui se disent que voilà, c'est possible. Si Hélène Daba l'a fait, donc, et moi aussi, je peux le faire. Et comme je dis, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place. Il y a beaucoup de place. Donc, venez, osez, allez-y, quoi. Il ne faut pas avoir peur. Surtout pas. Et vous, M. Niel? C'est beaucoup d'espoir quand je regarde aujourd'hui la population africaine, qui est une population très jeune, qui est une population qui innove. C'est un honneur donc de partager ce plateau avec quelqu'un qui est dans l'industrie donc créative. Un potentiel énorme donc pour le continent africain. On parle énormément donc de nouveaux métiers. C'est ce que je veux dire à cette jeunesse-là. N'ayez pas peur des chiffres qu'on vous présente sur le chômage. Chacun peut prendre son destin en main. Aujourd'hui, il est très facile de travailler. Ça veut dire, moi, il y a 10 ans, mes parents ne comprenaient pas ce que je faisais. Ils me voyaient sortir juste avec un téléphone portable, pas de cartable, ni rien. Et pour eux, je n'allais pas travailler. Oui. Donc le travail a évolué, la conception du travail. Aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers qu'on ne connaissait pas il y a 5-6 ans, qui sont basés quasiment sur le numérique. Toute entreprise a besoin d'un CM, d'un community manager, a besoin d'un designer, a besoin de quelqu'un qui est très bon dans la rédaction donc des contenus web, parce qu'on se rend compte que le marché est global. Le marché n'est pas qu'africain. Moi, je donne mon expérience, on travaille beaucoup avec des entreprises qui sont à Singapour présentement, qu'on n'a jamais rencontrées physiquement, mais c'est une confiance digitale qui s'est faite sur le web. Les gens font des recherches, donc ayez, jeunes gens, une présence digitale. Donc c'est important. Quand vous y allez, vous partez sur Internet, allez-y avec le meilleur de vous-même. Parce que si vous cherchez du travail, les recruteurs vont faire ce qu'on appelle du e-reputation, de la réputation en ligne, vos habitudes sur la toile. Voilà, donnez le meilleur de vous, apprenez. Il y a beaucoup de métiers, une étude de Dell à prouver, c'est des choses que vous pouvez avoir sur Internet, qu'à l'horizon 2030, qui tape à nos portes, 80% des métiers sont encore inconnus. Ça veut dire quoi? Il faudrait revoir notre système éducatif. On est en train d'apprendre à nos enfants des choses dont ils n'auront pas forcément besoin, mais on sait que ces métiers-là sont basés sur le numérique, la plupart du temps. Sur les 80%, vous aurez 60% où c'est sur le numérique. On parle d'intelligence artificielle, on parle de big data, on parle de robotique, voilà. Et donc, il y a beaucoup de choses, je veux dire, dont il faudrait que les jeunes Africains donc, puissent saisir ça. Il suffit juste de la volonté. Il n'y a pas d'excuse, en fait, à dire non, je n'ai pas fait telle école, donc je ne peux pas truc. Non, n'ayez pas ces complexes-là, jeunes gens qui nous regardons. Et voilà, c'est l'occasion de remercier également le Synapse d'organiser un tel plateau, qui est quelque chose de rare, donc qu'on a du mal à avoir et qui donne sens à ce qu'on fait, qui permet donc d'éveiller les consciences. Et merci. D'accord. Alors, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également, chers téléspectateurs de Synapse TV. Comme nos deux invités l'ont dit, osez, n'ayez pas peur, il y a assez de place pour tout le monde. À très bientôt pour de nouvelles émissions.